Euradio Nantes vous présente les causeries de la MSH. Bienvenue dans les causeries de la MSH. Nous avons rendez-vous pour une deuxième émission. Je vous rappelle le principe de cette émission. Tous les troisièmes mardis du mois, une personnalité scientifique, spécialiste reconnu dans sa discipline, apporte un éclairage particulier sur un sujet en lien direct avec l'actualité nationale et européenne. Aujourd'hui, pour cette seconde émission, nous parlerons de la protection sociale, de l'État-providence et des politiques sociales. Alors pour faire court, l'objectif des politiques et de la protection sociale, c'est de couvrir les besoins fondamentaux et les risques sociaux de l'individu. Par exemple, elle couvrira pour un individu les deux périodes de dépendance économique que sont la jeunesse, à travers l'éducation, la formation, et la vieillesse, la retraite, la santé, la dépendance. Il est en effet nécessaire de financer les besoins de ces deux périodes durant lesquelles l'individu ne perçoit pas ou peu de ressources. Ainsi, les allocations familiales contribuent à l'élevage l'élevage des enfants et assurent certains risques familiaux. À l'autre bout de l'échelle des âges, les pensions de retraite distribuées permettent de consommer durant ces vieux jours. La protection sociale assure également le risque de chômage des travailleurs durant leur vie active, mais aussi les risques liés à la santé des individus à travers la sécurité sociale. Alors pour réaliser cet objectif lié au bien-être des individus, les sociétés disposent de trois piliers fondamentaux. On y reviendra tout à l'heure. Tout d'abord, l'État-providence et les collectivités territoriales. En France, par exemple, l'État et les partenaires sociaux règlent le fonctionnement de l'assurance chômage à travers les ACDIC, de la sécurité sociale et du système public de retraite. Deuxième pilier, c'est les marchés. Alors les marchés qui permettent aux individus d'épargner, de s'assurer de leur propre chef, et ainsi de préparer et de compléter eux-mêmes leur retraite ou encore d'accumuler par précaution des liquidités pour couvrir par eux-mêmes leurs éventuelles périodes de chômage ou leurs dépenses de santé. Enfin, les familles ou encore les sociétés civiles fournissent également des services et des ressources à leurs différents membres. Nous avons parlé d'héritage lors de la première émission, mais ce sont les familles qui assurent également une grosse part de l'éducation des enfants et peuvent accueillir éventuellement les enfants durant des périodes de chômage. On verra par la suite que le dosage de ces différents piliers permet de définir une typologie des différents systèmes de protection sociale. En effet, trois philosophies sociales peuvent en effet être définies en fonction de la hiérarchie et de l'agencement de ces trois piliers. Pour résumer, car on y reviendra avec nos invités, la philosophie dite du libre agent fait confiance au marché, se méfie des interventions étatiques et prône la responsabilité individuelle pour assurer et couvrir les besoins individuels. À l'inverse, la philosophie dite de l'égalité citoyenne préfère recourir à l'État et n'accorde qu'une confiance limitée aux familles et solidarité civile pour assurer ces mêmes besoins. Enfin, la philosophie dite multisolidaire, on viendra un petit peu sur la dénomination de cette typologie, mais enfin, on va dire pour l'instant la philosophie dite multisolidaire a une méfiance des marchés, mais plutôt l'accent sur les familles et les sociétés civiles pour couvrir les individus. Alors on trouve un écho à ces trois philosophies dans la devise de la République française, je rappelle liberté, égalité, fraternité. On précisera avec nos invités ces trois philosophies du social, mais qui correspondent grosso modo à trois types de sociétés. Les sociétés dites libérales anglo-saxonnes mettent l'accent sur le marché, les social-démocraties des pays de l'Europe du Nord misent en priorité sur l'État, et enfin les pays de l'Europe continentale sont plus familialistes. Chacune de ces sociétés a ses avantages et ses inconvénients. Un individu cynique, par exemple, comme le sont parfois certains sportifs ou artistes, pourrait alors tirer avantage de ces trois systèmes en allant se former et s'éduquer en Suède, travailler en Angleterre et prendre sa retraite ou se soigner en France. Alors pour nous parler de tous ces sujets, nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui Denis Bouget, professeur émérite à l'Université de Nantes. C'est l'ancien directeur de la Maison des sciences de l'homme de Nantes, maison qui, je vous rappelle, est à l'initiative de ces causeries. Denis est un spécialiste d'économie sociale, il a beaucoup travaillé sur la pauvreté et les inégalités économiques. Pour faire un peu d'histoire, il a été un des pionniers et un des principaux animateurs du CEBS, Centre économique des besoins sociaux, créé à Nantes dans les années 80, auquel j'ai participé. Toujours dans les années 80, il a été un des premiers en France à s'intéresser aux problèmes financiers liés à la dépendance des personnes âgées. Enfin, plus récemment, il y a quelques années, en 2006, il a été à l'initiative avec Bruno Palier d'un vaste programme de recherche européen dont il a été le coordinateur général.
Ce programme dénommé RECVOV, alors je m'excuse pour l'accent, hein, RECVOV pour Reconciling Work and Welfare in Europe, regroupait un grand nombre de chercheurs des pays européens autour du thème des réformes des systèmes de protection sociale en Europe, sujet d'actualité s'il en est. Pour nous parler de ce réseau, Denis Bouget est accompagné d'Amélie Guissot, qui travaille actuellement à la Maison des sciences de l'homme et qui a été une des principales chevilles ouvrières de ce vaste projet. Elle va nous le présenter maintenant quelques mots. Oui, bonsoir Luc, bonsoir à tous. Donc RECVOV est en effet un programme de recherche qui a été financé par la Commission européenne autour du thème des relations entre le marché du travail, l'emploi et les réformes des systèmes de protection sociale en Europe. Donc le projet a rassemblé pendant 5 ans 200 chercheurs en économie, sociologie, droit et sciences politiques dans 30 universités et institutions de recherche qui représentaient 17 pays européens. Donc le projet a démarré en octobre 2006 et il vient de s'achever depuis le mois de septembre. Alors comment êtes-vous arrivé dans ce projet, Amélie ? Alors je suis arrivée à la MSH en 2007 pour mon stage de 2e année de master de l'université de Nantes, pendant lequel j'avais travaillé avec David Imbert, qui était le précédent manager du projet, et Denis Bouget, ici présent, sur le programme RECVOV, qui était donc en train de démarrer. J'ai donc assisté à la mise en place de toutes les activités lors de cette première année et j'ai ensuite été embauchée en 2008 pour assurer le suivi du projet. Donc très concrètement, en tant que manager, ma responsabilité consistait essentiellement à assurer le bon déroulement du projet, donc c'est-à-dire le respect du programme d'activité, la gestion des budgets, la rédaction chaque année également des rapports d'activité. Et donc pour ce faire, j'ai été amenée à travailler en lien étroit avec les coordinateurs du réseau, donc Denis Bouget et Bruno Palier à Sciences Po Paris, mais aussi les responsables des différents groupes de travail qui se sont progressivement mis en place tout au long de ces 5 ans autour des différents thèmes de recherche qui ont émergé tout au long du projet. Donc c'était avant tout un travail d'organisation, de gestion et de coordination des activités, mais aussi d'animation pour faire vivre ce réseau qui était très large, 200 chercheurs d'opinions différentes, de disciplines également différentes, d'institutions à la fois publiques mais également privées, 200 chercheurs dont certains se connaissaient déjà, mais ce n'était pas le cas, loin de là pour tous, et qu'il a fallu faire travailler ensemble. Merci Amélie. Donc justement, comment s'est faite cette animation ? Quel a été votre rôle dans cette animation ? Alors, je dois dire qu'à mon sens, les colloques annuels qui étaient organisés donc tous les ans à la même période et sur une durée de 4-5 jours, donc presque une semaine, ont joué un rôle très important pour structurer le réseau et créer un réel esprit d'appartenance en fait à un projet commun pour tous les chercheurs impliqués. Donc le fait d'organiser donc chaque année ce colloque a contribué à créer de nouvelles collaborations et à créer une vraie communauté scientifique, je pense, autour de RECVOV. Et puis enfin, les activités spécifiques à destination des doctorants, donc les écoles d'été, les bourses de mobilité, ont aussi contribué à créer à la fois des liens entre les doctorants du projet qui ont pu échanger sur leurs sujets de recherche et confronter leurs expériences, mais aussi à les insérer dans des réseaux internationaux, ce qui sera, je pense, un atout essentiel pour la suite de leur carrière. Bien, merci Amélie. Donc Denis, vous étiez Denis Bouget, vous étiez le coordinateur général de ce projet. Est-ce que vous avez quelques mots à rajouter sur l'organisation de ce projet, l'animation, les motivations qui vous ont conduit donc à mettre en place ce vaste projet européen très ambitieux ? Oui, on aura l'occasion certainement d'y revenir. Juste pour ajouter un mot, c'est que c'était une véritable entreprise et qui a été couronné de succès, me semble-t-il, on en rediscutera, grâce aussi à l'apport non seulement de la MSH, mais d'un ensemble d'institutions. Je pense à l'Université de Nantes et à la Cellule Europe, la délégation régionale du CNRS, la région des Pays de la Loire, la communauté urbaine, les mutuelles, pour citer quelques-uns. Et naturellement, Bruno Palier a déjà été cité, mais disons qu'il y avait vraiment deux coordinateurs qui ont travaillé ensemble pendant 5 ans avec Amélie Guissot de façon quasi quotidienne sur ce projet, de telle sorte que les travaux qui avaient été proposés par des chercheurs soient faits à peu près dans les temps et soient publiés dans les temps, et que les réunions soient couronnées de succès.
Donc voilà, en grosso modo, ce qu'on peut ajouter. D'accord. Donc ce projet est maintenant terminé. Donc est-ce qu'il va amener à des recherches postérieures, ou est-ce que ce projet va s'arrêter là? Je sais qu'on y reviendra par la suite, mais bon. Très rapidement. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la recherche sur projet qui s'est développée depuis plusieurs années dans pratiquement toutes les disciplines, c'est une nouvelle politique de recherche, à la fois en France, mais au niveau européen également. Grosso modo, ça fonctionne sur des périodes de 5 ans. Et au bout de 5 ans, il y a un renouvellement des équipes, il y a un renouvellement des thématiques. Et en même temps, il reste un certain nombre d'activités qui ont été lancées lors de cette phase de projet et qui éventuellement continuent. C'est le cas en particulier pour tout ce qui va concerner des instruments qui servent aux chercheurs, comme les problèmes de publication, de collection de bouquins, ou des sites web, ou les bases de métadonnées sur lesquelles peut-être on aura l'occasion de revenir. Mais c'est pas quelque chose de rigide. Si on me dit est-ce que l'année prochaine RegWo va continuer en tant que tel, la réponse naturellement est non, parce que les thématiques changent, les préoccupations changent, et il faut absolument changer les équipes et aussi les coordinateurs. D'accord. Donc ce projet est amené à faire des petits quand même. Oui, ça certainement. Alors oui, ça c'est très intéressant la remarque, parce que au départ, on est parti avec des personnes qui avaient une habitude des contrats européens, de la recherche européenne. Et progressivement, on a intégré de plus en plus de doctorants, de plus en plus de postdocs, et c'est évident qu'à la fin du projet, l'âge moyen du réseau est nettement plus jeune que au début du fonctionnement du réseau. Mais c'était un des objectifs du réseau. Renouvellement des générations. Voilà. Renouvellement des générations et une attention particulière sur la promotion des femmes et des jeunes chercheuses au sein de la recherche européenne. Bon, qui est véritablement une obligation à l'intérieur de la recherche européenne. Voilà. Merci Denis. Radio Nantes, les causeries de la MSH.
Vous êtes bien dans les causeries de la MSH. Nous accueillons aujourd'hui Denis Bouget et Amélie Guisseau, donc spécialistes d'économie sociale, et qui nous ont présenté dans la première partie de cette émission le projet européen, donc RECVOL, réconcilier le travail et la protection sociale en Europe. Je vais le dire en français cette fois-ci. Alors, pour entrer dans la thématique de ce projet européen, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant. On va s'intéresser tout d'abord aux différents modèles de protection sociale en Europe. Alors, Denis Bouget, pouvez-vous nous les présenter? Vous avez du temps pour nous les présenter brièvement, mais vous avez la parole. Bien, déjà dans l'introduction, ils ont été cités. Alors très rapidement, en 1990, un chercheur, Gösta Esping-Andersen, qui a fait entre autres une leçon au Collège de France pour expliquer effectivement le système de la typologie, a lancé une typologie qu'on connaissait déjà en partie sous la forme Bismarck-Beveridge et qui a été complètement renouvelée. Alors, oui, sur Bismarck et Beveridge, en deux mots. Oui, mais on va revenir. Oui, donc et elle n'est pratiquement Non. plus utilisée, même si on dit que le système français est un système bismarckien. Mais je vais revenir dessus tout de Faut suite. faire attention en ce moment quand on cite Bismarck. Oui, c'est vrai. Mais enfin, bon. Vous allez traiter de germanophobie. Non, absolument. Non. Au contraire, puisque là, ce sont les Français qui l'ont imité. Alors, on va reprendre la classification de Esping-Andersen, qui a été très critiquée, et je reviendrai sur les critiques après. Bon, commençons d'abord par donner les grandes lignes de la typologie. Donc, il dit, grosso modo, en Europe, il y a 3 grands modèles de protection sociale. Le modèle libéral, pour donner quelques pays, on va prendre l'Angleterre, naturellement. L'archétype, ce sont les États-Unis ou l'Australie ou la Nouvelle-Zélande. Et puis ça dépend des périodes en plus, des périodes historiques, mais grosso modo, c'est ce qu'on retient. Le modèle corporatiste ou conservateur, qui est le modèle français ou le modèle allemand, et le modèle sociodémocrate, grosso modo, qui correspond au modèle nordique ou scandinave. Alors, chacun des modèles, parce que ce sont des typologies, donc ce sont des modèles, des idéals types, c'est quelque chose de relativement abstrait, sont fondés sur un sujet. C'est-à-dire, dans le modèle libéral, le sujet, c'est vraiment le consommateur. Et donc, le consommateur, lui, il consomme à partir de ce qui existe sur le marché. Et c'est la raison pour laquelle on parle d'un modèle libéral. On suppose que le consommateur est d'une part sur le marché et puis d'autre part à l'intérieur d'un ménage, puisque une grande partie de la consommation et de l'épargne est décidée à l'intérieur d'un ménage. Donc voilà, c'est le point de départ, le centre. Et donc à partir de là, on regarde, qu'est-ce qu'un ménage peut faire en matière de protection sociale. Grosso modo, il y a 2 façons de faire. Ou bien on s'assure auprès de compagnies d'assurance privées, ou bien on fait de l'épargne, et dans ce cas-là, on désépargne au cas où on a un souci quelconque, on a besoin de désépargner. Je crois que ce sont des choses que tu... La fameuse théorie du cycle voilà, de vie tu connais ça très bien. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui peut fonctionner? Alors, ça fonctionne, grosso modo, à 2 conditions fondamentales. D'une part, que toutes les personnes dans une société aient suffisamment de ressources pour pouvoir s'assurer ou pour pouvoir épargner. On sait très bien que c'est pas le cas. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième condition, c'est que les marchés, alors naturellement, quand quelqu'un, surtout un libéral, parle de marché, il parle de marché concurrentiel. Et donc dans ce cas-là, il faut effectivement que les marchés soient réellement concurrentiels. Or, on sait que les marchés sur l'épargne, etc., ou sur les assurances, ce ne sont pas des marchés concurrentiels. C'est-à-dire c'est-à-dire que on n'est pas dans des systèmes de concurrence pure et parfaite comme nous l'enseigne de la théorie. Et donc il y a des systèmes de rente, qui se font éventuellement au détriment du consommateur. Donc partant de là, comment peut-on envisager dans un tel modèle la protection sociale au sens classique du terme, c'est-à-dire la partie publique de la protection sociale? Elle est quelque chose de totalement subsidiaire, c'est-à-dire au premier rang, ce sont les marchés qui assurent la protection des personnes. Ensuite, et avec les marchés, la famille, la solidarité à l'intérieur de la famille. Et si effectivement le marché est en échec et si la famille est en échec, dans ce cas-là, on va faire appel à une protection sociale qui est publique, mais qu'on réalise, qui est complètement rudimentaire, qui est limitée à des systèmes d'assistance, l'assistance aux pauvres.
Bon, alors souvent, je répète, l'exemple que l'on prend, c'est ce qui se passe aux États-Unis. Mais je répète, ce sont quand même des modèles. La réalité est assez, quelquefois, un peu différente de ce que je suis en train d'exposer. Mais c'est quand même une grande référence. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une réforme de type libéral, on va vers les marchés et on met en avant la souveraineté du consommateur. Alors oui, à ce propos, juste un petit mot. Par exemple, si on prend l'exemple de la réforme de la santé de Obama, par exemple, où là on a vu toutes les réticences chez certains consommateurs américains qui disaient même qu'on revenait à la société russe, que ça, ils voulaient pas un système soviétique. Donc, on voit bien que la difficulté de réformer la protection sociale dans un pays libéral, quoi. Oui, ça c'est classique. C'est d'autant plus curieux que c'est aux États-Unis que la part des dépenses de santé est peut-être la plus élevée dans le monde, plus élevée que dans les pays européens, mais à partir d'un système de marché, et un système de marché qui engendre des inégalités, et en particulier le problème de l'accès des populations démunies à la santé. Donc ça c'est le premier modèle. Alors, face à ce modèle-là, il y a le modèle que je reprends la terminologie d'Esping-Andersen, le modèle corporatiste ou conservateur. Alors, il faut faire attention, quand je dis corporatiste, il n'y a absolument aucun jugement de valeur en disant corporatiste, parce que très souvent, il y a un jugement de valeur négatif, ou même conservateur. Corporatiste, pourquoi? Parce que c'est un système qui est fondé sur des corps de métier, et en particulier sur le salarié. Donc, c'est complètement différent comme démarche, c'est-à-dire le sujet, cette fois-ci, c'est le salarié et la protection du salarié dans toutes les dimensions. Dans ce cas-là, le salarié est considéré comme étant un assuré social, et c'est la raison pour laquelle, dans les systèmes français, par exemple, ou le système allemand, on a un système qui n'est pas, du point de vue historique, en tous les cas au départ, un système d'impôt, mais un système de cotisation sociale. Alors, un système de cotisation sociale qui est géré par des partenaires sociaux. Donc, on est dans un système de démocratie sociale et non pas dans un système de l'État-providence au sens strict du terme. Alors, ce système-là est considéré comme étant un système conservateur parce que une partie des prestations, et en particulier les prestations en espèces, sont directement liées au niveau de salaire. C'est-à-dire que les retraites, par exemple, vont être déterminées très largement en fonction du niveau de salaire préalable. Je rentre pas dans les détails techniques. L'allocation chômage, c'est la même chose, ainsi que les indemnités journalières. Alors, c'est un système qui a l'avantage de bien fonctionner lorsqu'on est dans une période de plein emploi. C'est la raison pour laquelle le système qu'on appelle aussi bismarckien, puisque c'est le système bismarckien, a été couronné de succès pendant ce qu'on appelle les 30 Glorieuses. Et très souvent, on a considéré que c'était le meilleur système de protection sociale dans le monde, et les Français étaient très fiers de montrer aux autres pays qu'on avait le meilleur système de protection sociale. Bon, ceci étant, les autres pays faisaient la même chose, l'Allemagne disant qu'elle avait le meilleur système, etc., etc. Bien. Alors, quand on est dans un système de plein emploi, étant donné que tout le monde paye des cotisations, ça veut dire que tout le monde va percevoir des prestations. Et là, ça pose pas trop de problèmes. Bon, les droits sociaux sont étendus aux membres de la famille. Et de façon un peu résiduelle, pour les populations les plus démunies, on va garder le système de l'assistance, de l'aide sociale. On va prendre l'exemple de la France ici aujourd'hui, c'est l'aide sociale, largement gérée du fait de la décentralisation, largement gérée par les départements. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple dans les années 60, jusqu'à la crise pétrolière, grosso modo, milieu des années 73 et puis milieu des années 70, quand on lit la littérature sur l'aide sociale, l'action sociale, la sécurité sociale, etc., il y avait quand même un très grand espoir que la pauvreté devait disparaître, la pauvreté absolue en tous les cas devait disparaître, et que finalement l'assistance publique ou l'aide sociale, c'est quelque chose qui allait disparaître et être absorbé à l'intérieur des droits de toute la population française, étant donné qu'on était dans une situation de plein emploi. D'accord ? Alors on voit immédiatement le problème, c'est que dès lors qu'il n'y a plus un système de plein emploi et qu'on est dans une période de chômage chronique, c'est un système qui est en difficulté. Bon, c'est un euphémisme. Bien.
Si j'ai quelques instants, j'aborde le troisième, le troisième, peut-être le troisième modèle. Alors, Gustaf Spink Andersen l'appelle le modèle sociodémocrate. C'est la traduction en français. Je dirais plutôt c'est un système de vraiment de l'État-providence, qui correspond effectivement à une partie des pays nordiques. Sachant que c'est un modèle qui fonctionnait dans les années 60-70 et aujourd'hui également, il y a eu pas mal de réformes dans le système nordique. Dans ce cas-là, le sujet, la personne est bien centrale, c'est le citoyen. C'est-à-dire qu'on considère que le citoyen, en tant que tel, travailleur ou pas travailleur, a un certain nombre de droits sociaux. Et ces droits sociaux, sont financés par l'intermédiaire de l'impôt. Alors, avec une particularité qui était avancé également dans les autres systèmes, c'est-à-dire 3 principes. Le principe de l'universalité, c'est-à-dire que tout le monde a le droit à un système de sécurité sociale. L'uniformité, c'est-à-dire qu'il existe des prestations de base pour toutes les personnes et pas seulement un revenu minimum pour les pauvres. Et la troisième chose, c'est l'unité, c'est-à-dire c'est une administration qui va gérer l'ensemble des prestations sociales et non pas un éparpillement comme on l'a connu en France, même s'il y a eu pas mal de réformes. Alors, les problèmes de ce système, ils sont relativement connus, c'est-à-dire que c'est un système qui nécessite des services publics relativement larges, et c'est un système qui est confronté au problème national, c'est-à-dire comment on gère les droits sociaux des personnes qui ne sont pas originaires ou qui n'habitent pas de façon durable à l'intérieur des pays, de ces pays. Donc voilà, alors c'est un système, c'est quelque chose qui a été très critiqué. La classification de Spink Andersen a été très critiquée, j'en citerai 2, c'est-à-dire que dans la classification, les pays du sud de l'Europe ont été oubliés, c'est-à-dire comment caractériser le système de protection sociale du Portugal, de l'Espagne, de l'Italie et de la Grèce. Spink Andersen ne dit strictement rien là-dessus. Et alors ce sont des pays qui ont des caractéristiques assez particulières. La deuxième critique assez féroce qui a été faite à l'encontre de la typologie, c'est que dans la typologie, Spink Andersen ne tient pas compte effectivement du genre ou n'en tient pas suffisamment compte, et donc il y a eu pas mal de critiques du côté des mouvements féministes et des chercheuses féministes sur la sécurité sociale. Nous y reviendrons dans la troisième partie de cette émission. For you in the night, I wake up hard to breathe in. No peace, you're calling to me. Am I dreaming? Baby blue, I don't know what to do when you go to me. Baby blue, I never really knew I belonged to you. Oh, each last chance will rush up to meet me and fade. The love will remain. Oh, 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 oh. Baby blue, I don't know what to do when you're cold to me. Baby blue, I never really knew I belonged to you. Oh, desert rose, if only I found a bloom in the night into his room.
Radio Nantes, les causeries de la MSH. Oui, bonsoir. Nous parlons ce soir de protection sociale, de politique sociale, d'État-providence avec Denis Bouget et Amélie Guissot. Alors, on a parlé d'un projet européen, le projet REGVOV, et donc dont un des objectifs était la comparaison des systèmes de protection sociale dans les différents pays. Alors, Denis, quel est l'intérêt de comparer les systèmes entre eux ? Alors, je vais reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure. Grosso modo, en France, jusqu'aux années 80, je répète, on était persuadé d'avoir le meilleur système dans le monde, et donc on n'était pas incité par les comparaisons internationales. Et l'intérêt de la comparaison, c'est justement de voir ce que font les autres et de voir que finalement les autres ont des niveaux de vie, ou quelques autres, parce qu'on fait partie quand même des pays les plus privilégiés dans le monde, mais y compris à l'intérieur de ces pays, le niveau de bien-être qui est parmi les plus élevés dans le monde correspond à des systèmes et des règles, des façons de faire qui sont relativement différentes d'un pays à l'autre. Donc ça donne un certain relativisme dans nos jugements. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est une source effectivement de connaissances pour les réformes à l'intérieur de chacun des pays. J'allais dire la France, mais c'est la même chose. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. Enfin, quand je dis que c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui se développe au sein des gouvernements, au sein des ministères, etc. depuis, disons, une vingtaine d'années. Donc ça, c'est le premier intérêt. Le deuxième intérêt, c'est qu'en regardant comment fonctionnent les autres systèmes, on comprend mieux les différents fondements de la protection sociale. Il n'y a pas qu'un fondement à l'intérieur de la protection sociale, il y a plusieurs fondements. D'abord, j'ai parlé de l'amélioration du bien-être, c'est absolument évident. Bon, je ne vais pas dire que c'est le premier, mais ça fait partie des fondements. Le deuxième fondement, c'est la couverture des besoins. Alors, on en parle beaucoup, soit des besoins fondamentaux, soit de certains besoins particuliers. Le troisième fondement, c'est les problèmes d'équité, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure du développement des systèmes de protection sociale, y compris dans le système bismarckien, qui est un système qui naturellement est entre guillemets plus inégalitaire qu'un système de type nordique, je dis dans le fonctionnement, dans la distribution des prestations, etc., etc. Eh bien, les notions d'équité deviennent de plus en plus importantes dans la façon de concevoir et la façon de décider. C'est-à-dire qu'on va dire qu'une prestation est juste ou une prestation est injuste, alors que si on prend la littérature des années 60 ou 70, dans le cas français en tous les cas, c'était une préoccupation qui n'était pas très forte. Et puis le dernier fondement, alors là qui est au cœur du système français, c'est effectivement la couverture des risques. C'est-à-dire que quand on regarde quelle est la définition du système de protection sociale français, eh bien on va dire c'est la couverture des risques. Et donc c'est la raison pour laquelle on dit que au centre, eh bien il y a un assuré social. Donc voilà l'intérêt effectivement de regarder un petit peu alors ça paraît complètement abstrait. Alors je vais prendre un exemple. On va prendre la politique familiale par exemple. Bon, pour quelles raisons les allocations familiales ne dépendent pas du revenu? Voilà, c'est une question qui a trait à l'équité en France. Dans le cas, je vais prendre le cas français. C'est un politique qui va y revenir sur cette disposition. Bon. Donc effectivement, on va essayer de voir quels sont les fondements et on va s'apercevoir que grosso modo, eh bien, c'est lié à l'idée que, eh bien, tout être humain a un certain nombre de droits en naissant. Donc ça renvoie à certaines théories de la justice. Bon, on va pas les citer ici. Et mais à côté de ça, d'autres prestations, toujours à l'intérieur des prestations familiales, vont être plafonnées. Donc ce sont des prestations qui vont renvoyer plutôt du côté du revenu minimum ou de la couverture de certains besoins. D'autres prestations vont être associées, toujours dans les prestations familiales, vont être associées à l'idée de faciliter l'entrée des femmes sur le marché du travail. Donc effectivement, la prestation aura une configuration qui sera différente de celle que je viens de citer. Et donc, même à l'intérieur, pour ça, je trouve que les politiques familiales sont relativement intéressantes parce qu'il y a un grand nombre de prestations et que les fondements en matière de justice qui justifient ces prestations sont relativement différentes. Et donc, on a plusieurs critères de justice qui fonctionnent en même temps à l'intérieur d'une institution. Tout ça en disant que finalement, eh bien, c'est quand même la couverture d'un risque. J'ai du mal à expliquer aux étudiants que la famille, c'était un risque. Mais enfin, ça, c'est une autre paire de manches.
Le mariage est un choix risqué, vous savez. Mais si on parle de comparaison, est-ce que le défaut de comparer différents systèmes, c'est de pas vouloir appliquer des choses qui marchent bien dans un pays, à un autre pays, sans trop se soucier de la dimension socioculturelle des pays? Oui, ça c'est la chose classique. Alors donc, oui, non, c'est la chose classique du point de vue politique. Hein, je parle pas de la question. Non, mais on entend parler de il faut ressembler au Danemark, il faut ressembler à l'Allemagne, il faut ressembler à la Suède. Puis ça dépend. Là, en ce moment, l'éducation, il faut ressembler à la Finlande. Donc, on envoie tous les inspecteurs de l'éducation nationale faire un petit tour en Finlande pour voir comment ça fonctionne, etc. Mais c'est bien, mais c'est bien. Sauf que la Finlande, c'est pas la France. Voilà. Et la France, c'est pas la Finlande. Et alors je vais prendre un exemple, ça va peut-être faire hurler dans les chaumières, mais je vais prendre un exemple très simple. La Suède, par exemple, alors on parle de l'État-providence, et en particulier dans les pays nordiques. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une grande partie de la protection sociale dans les pays nordiques est gérée par les communes. Alors je dis bien par les communes. Donc, sachant qu'il y a, 36 500 communes en France, on voit très bien que c'est un modèle qui correspond pas. On peut pas imaginer d'importer tel quel le modèle suédois ou le modèle danois, sachant que de toute façon, la structure administrative ou politico-administrative en France, elle est complètement différente. On a les régions, on a les départements et on a les communes. Bon, la Suède a décidé de réduire considérablement le nombre de communes. Je crois qu'actuellement, il y a à peu près 290 communes pour 9 millions, ou entre 9 millions et 10 millions d'habitants. En Finlande, je crois qu'il y a à peu près 350 communes pour une population qui, je crois, est de l'ordre de 8 millions. Donc, il est évident que l'organisation est complètement différente. Autre chose, par exemple, quand en France, on fait souvent l'opposition entre la société civile et puis le monde politique, dans les pays scandinaves, c'est quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas la distinction que nous on fait entre la société civile et le monde politique. Si on prend du côté de la recherche, on s'aperçoit que les liens entre le monde de la recherche et les institutions publiques à l'intérieur de ces pays-là, elle est beaucoup plus étroite que celle que l'on connaît en France. Alors oui, pour rebondir un petit peu sur ce thème de la comparaison, on va aller plus loin. On entend beaucoup parler en ce moment de coordination des politiques sociales en Europe. Alors, est-ce qu'elle est envisageable? Est-ce qu'elle est faisable? Est-ce qu'elle est souhaitable? Alors, souhaitable, là, c'est aux Européens d'en décider. Alors, la situation est un peu... on part de loin, là. On part de loin pour une raison simple, c'est que les systèmes de protection sociale, en Europe, mais dans le monde entier, sont des systèmes de protection qui ont été décidés surtout après la Seconde Guerre mondiale, on va pas revenir sur les périodes antérieures, à l'échelon national, y compris sur des valeurs de type universaliste. Mais toute la structure, l'administration, les objectifs ont été décidés au niveau national. Au moment du traité de Rome, la question s'est posée. La question s'est posée et autour d'une idée d'harmonisation. Alors à l'époque, c'était assez simple et on va voir que ça aboutissait à un échec. Pourquoi c'était simple? Parce que les 6 pays, au point de départ, étaient 6 pays de type bismarckien, c'est-à-dire que, les salariés payaient des cotisations et c'était géré par les partenaires sociaux, donc l'Allemagne, la France, etc., le Benelux. Donc on partait d'une situation qui était plutôt favorable. Mais l'harmonisation, il y avait 2 solutions. Ou bien on harmonisait du côté des cotisations sociales, et dans ce cas-là, ça aboutissait, suivant les pays, à des prestations qui étaient très inégalitaires. Ou bien on essayait d'égaliser du côté des prestations, et dans ce cas-là, on arrivait à des cotisations qui, selon les pays, étaient très inégalitaires. Le résultat des cours, c'est qu'on a décidé d'appliquer le principe de subsidiarité. Comme finalement, la protection sociale à l'échelon national, ça fonctionnait pas mal. Pour une fois, il y avait quelque chose qui fonctionnait bien. On a dit, on garde, effectivement, tout ce qui concerne le social, mais surtout la protection sociale, à l'échelon national. Et donc, on a appliqué une règle, ce qu'on appelle la règle de subsidiarité, c'est-à-dire que ce sont les États qui ont la responsabilité de la protection sociale. La contrepartie, ça veut dire que, au niveau européen, l'Europe, pratiquement, n'a pas le droit d'intervenir dans le domaine de la protection sociale, à moins qu'elle intervienne
au nom des fameuses 4 libertés fondamentales qui sont la liberté de mouvement des marchandises, des services, des capitaux et des travailleurs. Et donc la protection sociale, vue du côté européen, enfin de l'institution de l'Union européenne, de la communauté européenne avant, vue du côté de l'Union européenne, elle n'intervient dans le domaine de la protection sociale que par rapport à ces fameux fondements de liberté de mouvement, donc des marchandises, services, capitaux et des travailleurs. Alors je vais donner un exemple. Par exemple, sur les femmes. Il y a eu à l'intérieur de l'Union européenne et donc de la DG Emploi et Affaires sociales un grand travail d'harmonisation et de promotion des femmes au travail sur la base effectivement du traité de Rome, c'est-à-dire l'égalité, c'est-à-dire d'une concurrence juste. Il fallait développer une concurrence juste, y compris sur le marché du travail. Les femmes étaient défavorisées sur le marché du travail, et donc là, l'Union européenne ou la communauté européenne a pris un certain nombre de décisions de promotion effectivement de l'accès, faciliter l'accès des femmes au travail, faire en sorte que les promotions soient respectées, les salaires, etc. Même si effectivement on n'est pas arrivé au bout du chemin. Donc voilà un exemple. L'autre exemple, c'est effectivement tout ce qui concerne la santé au travail, où là effectivement c'est directement issu du traité de Rome. Alors plus quelques directives. Alors le problème, c'est effectivement quand on se promène en Europe, on travaille en Europe, on laisse sa famille dans un pays, les enfants dans un autre pays. Quels sont les droits sociaux des uns et des autres? Encore aujourd'hui, j'ai reçu un message d'une Allemande, d'une chercheuse allemande qui est à Bordeaux, qui est enceinte, etc. Et donc, il y a un clash. C'est-à-dire que est-ce que c'est le droit allemand qui s'applique ou est-ce que c'est le droit français, étant donné qu'il n'y a pas de règles au niveau européen. Alors il y a le principe de coordination, on dit 1408-71, mais c'est un système qui est relativement compliqué. C'est-à-dire c'est un système intergouvernemental ou inter-institution sociale à l'intérieur de l'Union européenne. Alors ça, c'est la partie juridique, je dirais, un petit peu dure. Il faut ajouter à ça les décisions de la Cour européenne de justice. Alors je vais citer le cas de Kohl et Decker, dans 2 Luxembourgeois qui se font soigner, l'un met des prothèses dentaires et l'autre des lunettes, l'un en Allemagne et l'autre en Belgique, et in fine, la sécurité sociale luxembourgeoise refuse de payer au prétexte que ils n'avaient pas demandé les autorisations préalables. Et donc la Cour de justice a pris une décision en disant que c'était pas normal. Tout simplement parce que ça ne respectait pas la liberté de circulation des travailleurs à l'intérieur de la communauté européenne. Merci Denis, si je vous suis bien, on n'est pas sorti de notre auberge espagnole. Does it feel like to be sorry? Why did I find a broken rose right in your bed? Don't give a mark to what I did. Because from 1 to 10, I just guess I deserve a 4. Oh, mother, don't worry. There's still a part of me that is worth knowing, but it makes no sense to me. Oh, it makes no sense to me. Don't tell me what I could or should have done. Now the boats are all gone and I didn't want to wave them by. And it's time, oh Lord, for once to end what you start. Oh, and you can trust me, I know you made the hardest part. Oh, mother, don't worry. There's still a part of me that is worth knowing, but it makes no sense to me. Oh, it makes no sense.
Radio Nantes, les causeries de la MSH. Alors nous allons parler maintenant d'un fait démographique important qui concerne au premier chef la protection sociale. Il s'agit du vieillissement démographique lié d'une part à l'augmentation de l'espérance de vie, d'autre part à la baisse de la natalité. Je vous rappelle qu'en 1950 en France, les plus de 60 ans représentaient 6% de la population. Aujourd'hui, ils sont 20%. En 2050, les plus de 60 ans seront 32%. Alors sachant qu'aujourd'hui 20% du PIB concerne des dépenses publiques qui bénéficient à cette population à travers les pensions de retraite et les dépenses de santé, est-ce que le système actuel est viable ? Est-ce qu'on peut le pérenniser et comment peut-on faire pour le pérenniser ? Une solution qui est souvent avancée, c'est le fait qu'on est amené à travailler plus longtemps. Alors est-ce qu'on devra nécessairement travailler plus longtemps ? Est-ce que vous avez des réponses à toutes ces questions, Denis Bouget ? Il y a des tonnes de bouquins sur la question, donc c'est pas en quelques minutes qu'on va régler cette question. Ce qu'on peut dire à propos du vieillissement, d'abord, il y a deux problèmes liés au vieillissement. Il y a le problème des retraites d'un côté et de l'autre, le problème de la dépendance des personnes âgées de l'autre. Prenons le cas des retraites. Donc il faut voir également d'où on vient, c'est-à-dire que après la Seconde Guerre mondiale, quand on met le système de retraite en place, qui est grosso modo celui qu'on a connu jusqu'à une date récente, au point de départ, l'idée c'était de donner aux personnes l'objectif majeur. Je pense naturellement au rapport Larocque, qui est souvent cité comme étant le grand rapport, je crois publié en 62, si mes souvenirs sont bons, et qui a développé la politique de la vieillesse en France. Quand on lit ce rapport, au moins les trois quarts, je dis bien au moins les trois quarts du rapport, qui est assez gros, concerne le problème des ressources des personnes âgées et des retraites. Donc il faut bien voir qu'à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, ça a été un souci majeur. Pour quelle raison ? Tout simplement parce que du point de vue historique, quand on regarde la pyramide des âges des pauvres, c'est une pyramide des âges qui est l'inverse de la population. C'est-à-dire que, historiquement, quand on regarde au 19e, etc., la pyramide les pauvres était essentiellement composée de personnes âgées, et tout simplement parce qu'elles ne pouvaient pas travailler ou elles ne travaillaient plus, qu'elles étaient exclues, etc., etc., et elles n'avaient pas de système de retraite. Donc, l'ambition non seulement de couvrir les besoins, mais d'assurer une retraite confortable aux personnes, ça a été un grand objectif de la politique de la vieillesse en France. Et lorsque on arrive au début des années 90, je participais à un observatoire sur les personnes âgées au niveau européen. Pratiquement tous ceux qui regardaient la France avec envie, c'est-à-dire ils considéraient que la politique de la vieillesse en France, était quelque chose, un succès par rapport à ce que eux connaissaient dans leur propre pays. Donc c'est pour ça que je relativise toujours, c'est pas quelque chose d'absolu, c'est pas un jugement que je porte moi, mais par rapport à ce que d'autres vivent ou vivaient en tous les cas. Alors depuis la situation s'est dégradée, mais c'est dégradé dans tous les pays. Alors le problème que moi je vois en France, c'est on dit on va reculer l'âge de la retraite. Un des problèmes de la France, c'est le taux d'emploi des travailleurs vieillissants. On fait partie des pays qui ont les taux d'emploi les plus faibles en France. Donc si effectivement on recule l'âge de la retraite, mais sans véritablement modifier, alors est-ce que ce sont des comportements, est-ce que c'est lié aux avantages acquis, ou est-ce que ce sont des comportements à l'intérieur des entreprises ? Moi je me souviens que étudiant, on m'apprenait qu'à partir de 45 ans, la productivité des employés diminuait, et donc c'était une raison pour laquelle les entrepreneurs éventuellement, lorsqu'ils en avaient l'occasion, diminuer le taux d'emploi des travailleurs vieillissants. Alors on s'aperçoit là aussi que les choses sont en train de changer. Tout dépend effectivement des conditions de travail qui sont accordées aux travailleurs vieillissants. En matière d'activation, parce que c'est un mot qui est à la mode depuis une décennie, voire 2 décennies, en matière d'activation, il y a 2 logiques. Il y a ce qu'on appelle l'activation négative de type marché, c'est-à-dire si on veut pas travailler, on est complètement recalé.
années. Et puis la méthode plutôt nordique qui fait en sorte de promouvoir des systèmes de formation, des nouvelles formes d'organisation du travail à l'intérieur des entreprises qui permettent effectivement d'avoir des taux d'emploi très élevés parmi les travailleurs vieillissants. Et je pense que reculer l'âge de la vieillesse sans regarder ce qui se passe au niveau des travailleurs vieillissants, là il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Bon, alors on pourrait discuter sur bien d'autres points, le problème de la désindexation des retraites ou des choses comme ça. Moi, quand j'entends parler de ces problèmes de retraite, ça me fait penser à la phrase de Coluche, c'est pour résoudre le système de retraite, il faut tuer les vieux à la naissance. Voilà, c'est ça. Alors, dernier point, qui n'est pas le moins important qu'on va aborder, puisque l'émission va toucher à sa fin. Une vaste question d'actualité, je vais vous la poser comme ça, de manière abrupte. Quelle devrait être la place de la protection sociale dans les programmes politiques? Je sais que dans les programmes français, j'imagine. Français, oui, on va revenir un petit peu en France après avoir beaucoup voyagé en Europe. Les programmes politiques, c'était pas l'objet du réseau de chercheurs. Donc ce seront plutôt des réflexions générales ou des réflexions personnelles. Alors si on regarde les programmes politiques, grosso modo, on va prendre la gauche et la droite. Il est évident que les politiques libéraux vont aller plutôt du côté du marché, donc profitant de certaines réformes, vont soit privatiser, soit supprimer des prestations, soit privatiser, en supposant naturellement qu'il existe une offre. C'est-à-dire, on suppose toujours que à chaque fois qu'on privatise, il y aura des compagnies d'assurance, il y aura des structures, etc., etc. Si on prend à gauche, naturellement, on va trouver plutôt l'action de l'État l'action des partenaires sociaux avec l'action de l'État dans un système bismarckien. Je pense que d'ailleurs que la droite est plus divisée probablement sur cette question-là que ne l'est la gauche. La gauche a une tradition liée au syndicalisme, donc il y a à peu près une unité, quels que soient les partis. Bien sûr, il y a des distinctions, tandis que à droite, il y a une partie libérale au sens classique du terme, qui est volontaire, qui a une volonté d'aller vers le marché, et à l'intérieur de la droite, il y a une partie anciennement gaulliste social, etc., qui suppose effectivement l'intervention de l'État, y compris dans la protection sociale. Ça, ce sont des grandes généralités. Une fois qu'on a dit ça, il est évident que il y a une autre chose qui rentre en ligne de compte, c'est la compétition politique. Et donc là, dans la compétition politique, il s'agit de gagner. Donc éventuellement, on va nuancer ses propres opinions ou on va les mettre en arrière-plan, sachant que l'objectif, c'est effectivement de gagner. J'imagine que si on considère que, puisqu'on parlait des vieux ou des personnes âgées, dont je fais partie tout de suite, soi-disant Nicolas Sarkozy aurait gagné grâce aux personnes âgées, donc il est obligé de tenir compte, si effectivement ça se reproduit aux prochaines élections, il est absolument évident que dans le cadre des réformes, il est obligé d'en tenir compte. Alors ce qui est peut-être nouveau par rapport, je reviens toujours à la période 60, 70, les 30 glorieuses, etc. Ce qui est nouveau dans le paysage politique, c'est deux choses. C'est d'un côté l'extrême droite, le Front National, qui a une philosophie en matière de protection sociale, et qui est la protection sociale aux Français. Et donc là, c'est extrêmement clair. Ça veut dire qu'on introduit à l'intérieur de la protection sociale des éléments qui ont trait à la nationalité. Alors ça, c'est complètement étranger, c'est le cas de le dire, à la philosophie bismarckienne, c'est-à-dire que dans la philosophie bismarckienne, c'était le travailleur, qu'il soit français, qu'il soit étranger, qui a des droits sociaux. Si on va dans une logique de type nationaliste, effectivement, c'est le citoyen français au sens national du terme, et non pas seulement idéologique, citoyen du monde, etc., qui devient le bénéficiaire, et automatiquement, on a une dualisation à l'intérieur de la société. D'un côté, les nationaux, de l'autre côté, les étrangers. Je n'insiste pas trop là-dessus.
Deuxième phénomène, alors récent, c'est effectivement l'apparition des mouvements ou des partis écologistes autour de l'environnement. Et là, ça pose un problème très important puisque on introduit une nouvelle forme de préoccupation d'ordre public, d'ordre collectif, liée autour de la nature. Et la question qui est posée, c'est de savoir comment on peut arriver à trouver un mariage, un compromis entre l'histoire traditionnelle de la protection sociale et les nouvelles préoccupations en matière d'écologie. Si je dis ça, c'est tout simplement parce que ça a des répercussions en matière de taxation, en matière d'impôts, des formes nouvelles d'impôts, et dans quelle mesure il y a antagonisme ou bien coopération entre ces deux champs, celui de la protection sociale et le bien-être des personnes par la protection sociale, et puis le bien-être des personnes par l'intermédiaire de l'amélioration de l'environnement. Alors ça, c'est une véritable question et qui modifie complètement les choses, parce qu'à la limite, on ne raisonne même plus au niveau européen, mais on raisonne, ou on doit raisonner au niveau mondial, ce qui pose des problèmes en matière de financement, naturellement. D'accord. Merci Denis Bouget, merci Amélie Guisson. Nous arrivons au terme de cette émission. Est-ce que vous avez donc quelques mots pour conclure, Amélie ? Non, peut-être pour annoncer la venue à Nantes le 2 avril prochain de Bruno Palier, qui était coordinateur du réseau d'excellence Recouve à la MSH et qui interviendra justement sur ces questions et notamment sur la montée des inégalités en France. Vous êtes le 2 avril. Voilà. Le 2 avril. Denis, je vous laisse le mot de la fin. Eh bien, c'est tout simplement, et là je reprendrai effectivement vraiment un argument très fort de Bruno, c'est de ne pas considérer que les transferts sociaux ne sont que des consommations, mais les transferts sociaux sont aussi des formes d'investissement. Merci Denis. Eh bien, je vous donne rendez-vous le mois prochain, toujours dans les causeries de la MSH, où nous aborderons un autre sujet. Il s'agira des rémunérations obscènes, c'est-à-dire des très hauts revenus. Merci. Radio Nantes vous a présenté les causeries de la MSH. Réécoutez cette émission sur euradionantes.eu, radionantes.eu, 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 radionantes.